Bonjour à tous et bienvenue. Je suis aujourd'hui accompagné par l'un des investisseurs mondiaux les plus célèbres, le grand Jim Rogers. Et pour être totalement transparent, je suis un grand fan. Nous avons donc effectivement parlé. Je suis ravi d'être ici. Je suis aussi votre fan. C'est tellement bon d'être ici. Merci beaucoup. La dernière fois que nous avons parlé, ce n'était pas il y a longtemps, mais néanmoins, le monde a énormément changé au cours des derniers mois. Et encore une fois, l'économie mondiale est sous une grande pression. Je suppose que les incertitudes politiques y contribuent. Mais que pensez-vous des grandes nouvelles concernant le mauvais état du marché boursier? Eh bien, le marché boursier américain a connu la plus longue période de hausse de l'histoire américaine, sans gros problèmes. Donc nous sommes en retard. L'histoire nous dirait que nous sommes en retard pour un problème en Amérique. Et il semble que cela arrive. Comme je le répète, nous n'avons jamais eu une si longue période dans l'histoire américaine sans gros problèmes. Donc il est temps, et il semble que cela va arriver. Pourquoi n'y a-t-il pas encore eu de correction? Pourquoi cela a-t-il duré si longtemps? Eh bien, principalement parce que la Réserve fédérale a imprimé d'énormes quantités d'argent. Ils continuent d'imprimer de l'argent et de prêter cet argent parce qu'ils pensent que c'est un moyen de conserver leurs emplois. S'ils peuvent rendre tout le monde heureux, ils garderont leurs emplois. Et ils ne se soucient pas de vous et moi. Ils se soucient de leurs emplois. Donc ils vont faire de leur mieux pour garder leurs emplois. Alors, avez-vous de bons conseils sur ce qu'il faut acheter et vendre? Eh bien, j'ai vendu toutes mes actions américaines. Je ne possède pas d'actions. Je ne possède maintenant que des actions en Chine et en Ouzbékistan. J'ai vendu des actions partout dans le monde parce que cela s'est produit dans de nombreux endroits. Et quand tout le monde est heureux, c'est généralement le moment de s'inquiéter. En ce moment, partout dans le monde, les gens sont heureux. Donc cela m'inquiète. Alors, vous vous intéressez aux devises en ce moment ou vous restez à l'écart? Je suis principalement en dollars américains et je possède des dollars américains parce que lorsque les gens s'inquiètent, ils se tournent généralement vers une valeur refuge. Et beaucoup de gens dans le monde pensent que le dollar américain est une valeur refuge. Ce n'est pas le cas, mais les gens le pensent pour des raisons historiques. Donc je possède principalement des dollars américains. Quels sont les fondamentaux aux États-Unis? Qu'est-ce qui ne va pas avec l'économie? Pourquoi êtes-vous plus pessimiste sur ce marché? Les États-Unis sont la plus grande économie du monde et ont connu une très longue période de prospérité parce que la Banque centrale a imprimé d'énormes quantités d'argent et continue d'imprimer de l'argent, de dépenser de l'argent et d'emprunter de l'argent. Au moins pendant un certain temps, ça fait que les gens se sentent bien et ils se sentent bien à propos du marché boursier, le marché boursier américain. Et la récession dans laquelle nous semblons entrer est-elle réelle? Oui, nous entrons dans une récession. L'histoire l'indiquerait. Et si vous me demandez, ce sera la pire de notre vie parce que la dette est incroyablement élevée maintenant. Je veux dire, même maintenant, chaque année, Washington augmente la dette de manière incroyable. Il continue d'augmenter la dette de plus en plus. Personne ne semble s'en soucier, sauf moi. Peu d'autres personnes semblent se soucier de ce qui se passe, mais je m'en soucie beaucoup parce que je sais que cela a toujours conduit à des problèmes dans le passé.
Eh bien, je suppose qu'avec cette énorme dette, la solution habituelle semble toujours être de baisser les taux d'intérêt. Mais encore une fois, avec cette dette élevée et ces taux d'intérêt élevés, les dettes sont très coûteuses à rembourser. Mais si les taux d'intérêt sont réduits, cela ne mettrait-il pas beaucoup de pression sur le dollar? Quels sont les principaux outils dont dispose la Réserve fédérale dans son arsenal à ce stade? Eh bien, la Réserve fédérale a toujours des taux d'intérêt. Ils peuvent les augmenter ou les baisser. Ils les baissent généralement parce que c'est tout ce qu'ils savent faire. Ils ne savent pas faire grand-chose d'autre. Alors ils baissent les taux d'intérêt pour que tout le monde se sente bien. Et quand les gens se sentent bien, ils mettent généralement de l'argent sur les marchés. Et cela dure depuis plusieurs années maintenant. Comme je l'ai dit, en Amérique, nous avons connu la plus longue période sans problème de notre histoire. Et cela va entraîner plus de problèmes, si vous voulez mon avis. Mais le président Trump poursuit ses coupes budgétaires très agressives, tout en utilisant les tarifs comme son outil préféré dans sa boîte à outils. Voyez-vous une chance qu'il réussisse à atteindre ce qu'il veut ou à renverser la situation? Ou est-ce que ce n'est pas vraiment le cas? Comme je l'ai dit auparavant, c'est la plus longue période de l'histoire américaine, sans problème. Cela me dit qu'un problème arrive. Que M. Trump soit le président le plus intelligent de l'histoire, cela n'a pas d'importance. Je pense que l'histoire est plus intelligente que M. Trump et plus intelligente que moi. Et nous allons avoir des problèmes. D'accord. Mais les tarifs douaniers, soutenez-vous cette approche? Je veux dire, c'est souvent considéré comme un moyen de défendre les industries nationales et de les protéger, mais aussi de renégocier la position de l'Amérique vis-à-vis d'autres pays. Êtes-vous? Les tarifs n'ont jamais été bons, sauf peut-être temporairement, pour aucune économie dans l'histoire. Oui, peut-être qu'il y a une courte période d'aide pour une industrie ou un pays, mais cela n'a jamais duré très longtemps. Je veux dire, les tarifs ne sont pas bons. Ma lecture de l'histoire indiquerait que les tarifs n'ont jamais été bons pour qui que ce soit pendant très longtemps. Oui, eh bien, parfois il semble qu'il vise un peu, il semble très heureux d'imiter beaucoup des efforts du système américain du 19e siècle, c'est-à-dire cette utilisation agressive des tarifs pour se réindustrialiser. Mais oui, je suppose que le monde est plus compliqué maintenant avec des chaînes d'approvisionnement plus complexes. Devrait-on voir des liens entre la récession actuelle et ces tarifs ou pas vraiment? La récession arrive, quelles qu'en soient les causes. Si quelqu'un veut dire que ce sont les tarifs douaniers, je serai d'accord avec lui. Les tarifs douaniers causent généralement des problèmes à terme, sauf peut-être pendant une courte période pour quelques industries ou quelques pays. Non, ces tarifs vont aggraver la récession. Alors, si une récession arrive aux États-Unis, où achetez-vous et vendez-vous dans le reste du monde? Êtes-vous optimiste quant à certaines régions? J'ai tout vendu partout, sauf en Chine et en Ouzbékistan, parce que presque tout le monde va bien. Et chaque fois que cela s'est produit dans le passé, cela a souvent conduit à des problèmes. Tout le monde ne peut pas être heureux tout le temps. Eh bien, peut-être qu'ils le peuvent, mais cela ne dure pas très longtemps. Donc, je soupçonne que nous allons avoir une récession bientôt, et elle sera probablement très sérieuse, parce que cela fait si longtemps sans problème.
Quelle est la source d'optimisme, cependant, avec la Chine? Est-ce principalement le développement technologique? Est-ce l'indépendance financière croissante vis-à-vis des États-Unis? Quels sont vos indicateurs, je suppose? Eh bien, c'est tout ce que vous venez de dire. Je veux dire, la Chine a passé assez longtemps sans gros problèmes. Et regardez, la Chine peut aussi avoir des problèmes. Ne vous méprenez pas. Je possède toujours mes actions chinoises parce que je m'attends à ce qu'elles se portent mieux lorsque la récession arrivera, car elles n'ont pas connu de récession récemment. Et je veux dire, qui sait? La Chine peut aussi avoir des problèmes, mais je possède toujours mes actions chinoises parce qu'elles ne sont pas aussi chères que dans d'autres pays. Vous pouvez me demander le mois prochain ou l'année prochaine, mais pour le moment, je possède toujours mes actions chinoises. Et l'Inde? Chaque fois que je parle à certains ambassadeurs indiens, soit ils sont très optimistes, soit ils sont très pessimistes. Mais quelle direction voyez-vous pour leur économie? Eh bien, je suis optimiste quant au marché boursier indien. Je ne le possède pas parce qu'il atteint des sommets historiques. Mais pour la première fois de ma vie, les gens à Delhi, dans la capitale, semblent comprendre que la prospérité est bonne, que le succès est bon. Vous savez, tous ces dirigeants indiens comme Nehru et Gandhi, ils disaient qu'ils pensaient que la prospérité était bonne, mais ils n'y ont jamais vraiment cru. Ils n'aimaient pas que les gens s'enrichissent. Ils voulaient juste gagner des élections. Mais maintenant, les gens à Delhi, dans la capitale, il me semble, comprennent l'économie. Ils comprennent que la prospérité est bonne pour un pays, et je les crois vraiment pour la première fois de ma vie. Il semble que quelqu'un ait appris aux politiciens indiens comment fonctionne le monde. Je ne possède pas d'actions. Je ne les possède pas parce que j'ai vendu trop tôt, et elles atteignent des sommets historiques. Je ne veux pas acheter. Je n'aime pas acheter quoi que ce soit à des sommets historiques. Que dire de la Russie? D'une part, ils connaissent une croissance économique, mais il y a aussi une guerre, ce qui apporte insécurité et imprévisibilité. Je constate qu'en Russie, ils ont tendance à peindre un tableau très optimiste, affirmant que leur économie est en croissance et montre beaucoup plus de résilience que beaucoup ne l'avaient prévu. En Europe, cependant, nous semblons encore attendre cet effondrement imminent de la Russie depuis 30 ans. Eh bien, quelle est, selon vous, l'image la plus réaliste de la direction de l'économie russe, alors qu'elle cherche à se découpler davantage de l'Occident et à se réorienter vers l'Est? Eh bien, je suis américain, donc je ne peux pas acheter. Je ne peux pas posséder d'actions russes en ce moment à cause de la guerre. J'aimerais pouvoir le faire. J'aimerais posséder des actions russes. Je pense que la Russie d'autrefois a disparu. Monsieur Poutine, je ne dis pas qu'il est intelligent ou quoi que ce soit. Je suggère simplement qu'il comprend mieux et qu'il essaye de faire les choses mieux en Russie que les anciens politiciens russes. Mais il n'y a rien que je puisse faire parce que je suis américain. Si vous pouviez entrer sur le marché russe, achèteriez-vous de la technologie ou de l'agriculture? Quel secteur de l'économie vous inspire le plus d'optimisme? Eh bien, je regarderai ce qui est le moins cher, et je ne sais pas. J'ai pas regardé parce que je ne peux rien faire là-bas, mais j'essaierai de trouver ce qui est bon marché. L'agriculture est probablement très bon marché en Russie maintenant, mais je chercherai à voir ce qui est le moins cher, et je ne sais pas. Et je suppose que là où je réside en Europe, il n'y a plus beaucoup d'optimisme. Il semble que bon nombre des principales économies, que ce soit l'Allemagne, le Royaume-Uni ou la France, aient différents problèmes, la plupart liés à la dette et à un manque de compétitivité. Voyez-vous quelque chose qui vaille la peine d'être acheté en Europe,
ou comment voyez-vous l'avenir économique du vieux continent? Eh bien, juste pour rebondir sur ce que vous avez dit, le problème de la dette auquel le monde est confronté va être énorme, parce que les dettes partout ont augmenté de manière très, très élevée. Pas seulement en Amérique, où c'est le pire, mais cela se produit dans de nombreux pays à travers le monde. Et j'ai peur que nous ayons une crise très sérieuse sur les marchés d'investissement à l'avenir, parce que il y a tellement de dettes. La dette est incroyablement élevée et continue d'augmenter, et peu de gens semblent s'en soucier. Je m'en soucie, mais personne d'autre ne s'en soucie. Le Premier ministre Starmer, cependant, a tendance à être critiqué pour ne pas prêter attention, ou du moins pas beaucoup d'attention, à l'économie. Pensez-vous que les Britanniques se trouvent dans une situation particulièrement difficile, ou ont-ils une bonne possibilité de se remettre de cela? Je ne vois pas beaucoup de gens avoir une bonne possibilité de se rétablir lorsque la prochaine récession arrivera, car elle sera mondiale, et la dette mondiale est extrêmement, extrêmement élevée. Donc oui, la Grande-Bretagne ira mieux lorsqu'elle commencera à se rétablir, mais tout le monde le fera. Mais personne ne va vraiment bien s'en sortir. Peut-être l'Ouzbékistan, mais personne d'autre à l'avenir, parce que la dette est très très élevée partout. Et quand la récession arrivera, elle sera en partie alimentée par tant de dettes dans le monde. Eh bien, l'Allemagne traverse à la fois des problèmes économiques et politiques, je suppose. Il se désindustrialise très rapidement. Il supprime maintenant tous les plafonds de la dette en termes de prise d'investissement supplémentaires et ils emprunteront plus d'argent pour acheter des armes. Comme l'a dit le chancelier allemand, il pense que la Russie a attaqué toute l'Europe et qu'ils doivent se réarmer avec de l'argent qu'ils n'ont pas vraiment. Voyez-vous une fin heureuse possible à cette histoire? Est-il possible d'avoir un keynésianisme militariste ou est-ce juste un rêve? Eh bien, cela a été un rêve pour de nombreux pays à plusieurs reprises dans l'histoire. Vous savez évidemment ce que montre l'histoire. De nombreuses personnes, de nombreux politiciens dans l'histoire se sont retournés et ont dépensé de l'argent en armes pour aider à relancer l'économie. Et cela fonctionne souvent. Si vous dépensez beaucoup d'argent pour quoi que ce soit, cela aide une économie, y compris les armes. Les Allemands l'ont fait dans le passé, les Américains, les Britanniques, tout le monde, et cela se reproduit. Vous avez mentionné plusieurs fois l'Ouzbékistan comme principal, avec la Chine comme leur principal. Qu'est-ce que vous regardez? Pourquoi l'Ouzbékistan se porte-t-il si bien, à votre avis? Eh bien, l'Ouzbékistan a parfois été extrêmement prospère dans l'histoire. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Tamerlan. Tamerlan était un grand conquérant. Il a conquis une grande partie du monde. Puis il est devenu boiteux. Et c'est ainsi qu'il est devenu connu sous le nom de Tamerlan, parce qu'il était boiteux. Mais lui et l'Ouzbékistan étaient extrêmement prospères, réussis, et ont conquis une grande partie du monde. Y compris, je veux dire, ils étaient sur le point d'envahir le Japon, et un typhon est venu et les a emportés. Mais M. Tamerlan a été très réussi à certains moments. En fait, quand il est mort sur sa tombe, il a été enterré en Ouzbékistan. Il était écrit « Ici repose Tamerlan ». Et si quelqu'un dérange sa tombe, cela apportera le chaos au monde. Les Russes ont pris le contrôle de l'Ouzbékistan dans les années 20, et le jour où les archéologues russes, en 1941, sont entrés dans la tombe de Tamerlan pour voir ce qui s'y trouvait, c'était le jour où Hitler a envahi la Russie. Donc, M. Tamerlan avait encore raison. Les Russes ont perturbé sa tombe, et cela a apporté le chaos.
Cela a conduit Hitler à envahir la Russie. Ainsi, Tamerlan et l'Ouzbékistan ont été très prospères dans le passé, et à mon avis, ils le seront à nouveau. Les personnes qui dirigent le pays maintenant le feraient de la même manière que vous ou moi. Ils essayent de reconstruire l'industrie et la prospérité. Ils savent ce qui doit être fait. Et ils essayent de le faire après avoir été sous l'Union soviétique pendant de nombreuses décennies. Les choses changent maintenant, et ils ont beaucoup de ressources naturelles, beaucoup de capacités industrielles. Ils savent ce qu'ils font, et ils essayent de le faire. Oui, les histoires de Tamerlan ont également été très bien préservées dans la culture populaire russe. Dans des films comme Dnevnoï Dozor, ils mettent toujours en avant les grands conquérants. Je pense que cela a également créé un mythe très fort en Russie. Ma dernière question concerne la Corée du Nord, car la dernière fois que vous avez parlé, vous avez dit que vous aimeriez pouvoir investir en Corée du Nord. Est-ce que l'une de vos opinions a changé en termes de possibilités économiques ou d'avenir? Tout d'abord, il n'y a rien que je puisse faire parce que je suis américain, mais j'aimerais quand même investir en Corée du Nord. La Corée du Nord dispose d'une main-d'œuvre bon marché et éduquée, de nombreuses ressources naturelles et de ressources manufacturières. Je pense que cela peut être un succès. Le problème, c'est que les Américains et d'autres personnes ne peuvent rien faire en Corée du Nord, parce que c'est la Corée du Nord. Mais j'aimerais certainement le faire si je le pouvais. Juste avant de partir, puis-je vous demander ce que les gens ordinaires peuvent faire alors que nous entrons dans ce que vous avez appelé la pire récession de votre vie? Que peuvent faire les gens ordinaires pour préserver leur richesse? Eh bien, tout d'abord, les gens ordinaires ne devraient pas investir dans quoi que ce soit, à moins qu'ils ne connaissent eux-mêmes beaucoup à ce sujet. N'écoutez personne, y compris moi. Restez uniquement avec ce que vous connaissez bien, car probablement la prochaine récession sera très mauvaise puisqu'il y a tellement de dettes dans le monde. Je vous en prie, investissez uniquement dans ce que vous connaissez bien et soyez très prudents. Ne suivez pas les conseils de quiconque. Restez simplement avec ce que vous connaissez, car la prochaine récession sera très mauvaise. Et si les choses commencent à mal tourner et que vous ne savez pas pourquoi vous possédez quelque chose, vous serez dans une situation pire. Alors restez simplement avec ce que vous connaissez et vous vous en sortirez probablement bien. Jim Rogers, merci beaucoup pour votre temps, je l'apprécie énormément. C'est toujours un plaisir pour moi. J'aime faire ça avec toi. Merci. Meredith.